masterclass de trading privé eToro, Gibbs 911 en tant que Popular Investor, le guide complet du trading crypto pour les débutants. Première vidéo. En premier point, de quoi allons-nous parler exactement? Qu'est-ce que le trading? Bonjour à tous, je m'appelle Cédric, je suis trader depuis de très nombreuses années maintenant. Je suis également partenaire eToro et vous êtes déjà très nombreux à me copier sur la plateforme eToro par l'intermédiaire de la fonction copy trading. Et c'est par cet intermédiaire, par ce lien, que vous pouvez obtenir l'information de manière totalement gratuite aujourd'hui. En 2021 par exemple, nous avons fait plus de 200% de gains et mes copies ont passé une magnifique année. J'espère que vous allez rejoindre la Crypto Family, vous allez en être content. Donc revenons-en à notre point numéro 1. Qu'est-ce que le trading? Le trading est un concept économique fondamental qui implique l'achat et la vente d'actifs. Il peut s'agir de biens et de services, où l'acheteur paie l'indemnisation au vendeur. Dans d'autres cas, la transaction peut impliquer l'échange de biens et de services entre les parties commerciales. Dans le contexte des marchés financiers, les actifs négociés sont appelés des instruments financiers. Il peut s'agir d'actions, d'obligations, de paires, de devises sur le marché Forex, d'options, de contrats à terme, de produits de marge, de crypto-monnaies également, et c'est là que nous allons particulièrement investir, et bien d'autres instruments financiers. Si ces termes sont nouveaux pour vous, ne vous inquiétez pas. On va les expliquer tous plus loin dans cette vidéo. Alors, le terme trading, il est couramment utilisé pour désigner le trading à court terme où les traders entrent et sortent activement des positions sur des périodes relativement courtes. Cependant, il s'agit d'une hypothèse légèrement trompeuse. En fait, le trading peut faire référence à un large éventail de stratégies. Elles sont toutes similaires mais en même temps différentes, ce que l'on appelle en Asie same but different. On a par exemple le day trading, le swing trading, le trading de tendance, on a le DCA, on a plein de stratégies différentes. Mais ne vous inquiétez pas, on va vraiment toutes les voir en détail un petit peu plus tard dans la formation. Et de ce fait, vous allez pouvoir trouver la stratégie la plus adaptée à votre propre fonctionnement. Alors bien sûr, on parle de trading, on parle d'investissement. Et investir, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est tout simplement allouer des ressources, comme un capital, dans l'espoir de générer un profit. Cela peut inclure l'utilisation de l'argent pour financer et démarrer une entreprise ou acheter un terrain dans le but de le revendre plus tard à un prix plus élevé. Sur les marchés financiers, cela implique généralement d'investir dans des instruments financiers dans l'espoir de les vendre plus tard à un prix qui est plus élevé. L'attente d'un rendement, c'est vraiment le cœur même du concept d'investissement. Il est également connu sous le nom de retour sur investissement, ce que l'on appelle le ROI et que vous voyez très souvent publié dans mes quotidiennes sur l'Ethereum par exemple ou sur le Bitcoin. Donc on va dire sur ce mois-ci, on a gagné plus 15% ou alors on était en négatif de moins 3% sur le Bitcoin. Contrairement au trading, l'investissement adopte généralement une approche à plus long terme de l'accumulation de richesse. L'objectif d'un investisseur, en fait, c'est de créer de la richesse sur une longue période de temps. Ça peut être des années, ça peut être des décennies. Il existe de très nombreuses façons de le faire, mais les investisseurs utiliseront généralement des facteurs fondamentaux pour trouver de bonnes opportunités d'investissement potentielles. Vu que cette approche est long terme, les investisseurs en général ne tiennent pas compte des pertes court terme. Les traders et les investisseurs cherchent à générer des profits sur les marchés financiers, on l'a vu. Leurs méthodes pour atteindre cet objectif sont toutes totalement différentes. En général, les investisseurs cherchent à générer un rendement sur une plus longue période de temps, imaginez des années ou des décennies. Étant donné que les investisseurs ont un horizon temporel plus large, leurs rendements ciblés pour chaque investissement ont également tendance à être plus importants. D'autre part, les traders essaient également de profiter de la volatilité du marché et c'est grâce à ça que nous allons travailler énormément sur les crypto-monnaies et profiter justement de cet actif qui est très volatile sur le marché. Donc les traders entrent et sortent des positions plus fréquemment et peuvent rechercher des rendements plus faibles avec chaque transaction. En fait, comme ils entrent très souvent en transaction et en sortent, plutôt que de faire une transaction de 10%, ils vont faire plusieurs transactions de 1%. Alors, qu'est-ce qui est le mieux, le trading ou l'investissement? Pourquoi est-ce que vous serez mieux? Est-ce que vous souhaitez appuyer plusieurs fois sur le bouton d'achat par jour? Ou est-ce que vous allez vous dire, tiens, on est début janvier, je mets 10 000 € sur cette position, je les récupérerai dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, multiplié par 4 ou par 5. C'est vraiment à vous de décider. En fait, on peut commencer à vous renseigner sur les marchés, apprendre par la pratique. Au fil du temps, vous serez en mesure de déterminer quelle stratégie convient le mieux à vos objectifs financiers, à votre personnalité et à votre profil de trading. Alors en fait, investir sur un produit, ça passe par plusieurs analyses, dont ce que l'on appelle l'analyse fondamentale. Qu'est-ce que c'est l'analyse fondamentale? C'est tout simplement une méthode d'évaluation d'un actif financier. Une analyse fondamentale, un analyste fondamental étudie les facteurs économiques et financiers pour déterminer si la valeur d'un actif est juste. Ceci peut inclure des circonstances macroéconomiques, telles que l'état de l'économie au sens large, les conditions de l'industrie ou l'entreprise liée à l'actif. En fait, c'est un petit peu comme si vous vouliez acheter une voiture. Est-ce que vous allez acheter une voiture très puissante
avec de gros frais d'utilisation et peut-être l'emmener très souvent chez le garagiste, mais vous aurez le plaisir d'avoir beaucoup de puissance sur le moteur? Ou est-ce que vous allez acheter un petit actif, vous n'irez jamais chez le garagiste, mais vous savez que vous allez l'utiliser tous les jours sans aucun problème? C'est un choix fondamental en fait de base qui vous permettra d'investir ou pas dans tel ou tel outil financier. En fait, les fondamentaux sont souvent suivis à travers des indicateurs macroéconomiques avancés. Et les indicateurs sont souvent à la traîne. En fait, ils sont faits de base pour vous donner des informations sur ce qu'il s'est passé et non pas sur ce qu'il va se passer. Une fois l'analyse fondamentale terminée, les analystes visent à déterminer si l'actif est sous-évalué ou surévalué. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté et auquel cas ça commence à être peu intéressant, ou est-ce que pour l'instant c'est une niche, ça marche très très bien mais personne ne le sait, ça vaut le coup de rentrer et dès que ça va exploser, beaucoup de monde va acheter ce même actif et vous pourrez tirer vos profits. Les investisseurs peuvent utiliser cette conclusion lorsqu'ils prennent leurs décisions d'investissement. Dans le cas des crypto-monnaies, l'analyse fondamentale peut également inclure un domaine émergent de la science des données qui s'intéresse aux données publiques de la blockchain, appelé tout ce qui est métrique on-chain. Ces mesures peuvent inclure le taux de hachage du réseau, les principaux détenteurs, le nombre d'adresses, l'analyse des transactions et bien d'autres. Je vous rappelle que s'il y a des termes que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à vous reporter à mes lexiques qui sont disponibles tant sur Amazon que dans la formation. En utilisant l'abondance des données disponibles sur la blockchain publique, les analystes peuvent créer des indicateurs techniques complexes qui mesurent certains aspects de la santé globale du réseau. J'en publie très souvent dans mes quotidiennes et c'est peut-être grâce à ces outils fondamentaux que vous m'avez connu. Bien que l'analyse fondamentale soit largement utilisée sur le marché boursier ou également sur le Forex, donc le trading de paires comme le Bitcoin face au dollar, mais le Forex, ça va plus être de la monnaie fiat, donc on va dire l'euro par rapport au yen, par exemple. L'analyse fondamentale convient moins aux crypto-monnaies dans leur état actuel. Cette classe d'actifs est si nouvelle qu'il n'existe tout simplement pas de cadre normalisé ou de cadre complet pour déterminer les évaluations de marché. Plus, une grande partie du marché est motivée par la spéculation et les récits. En tant que tel, les facteurs fondamentaux ont généralement des effets négligeables sur le prix d'une crypto-monnaie. Cependant, des moyens plus précis de penser à l'évaluation des cryptoactifs peuvent être développés une fois que le marché arrive à maturité. Je vous rappelle que Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin, l'a pensé durant la crise de 2008. C'est donc un actif qui est très jeune. En 2021, cela fait seulement que 13 ans que le Bitcoin existe. Au niveau de l'analyse technique, on a plusieurs types d'approches. L'idée majeure de l'analyse technique, c'est que l'action du prix pourrait indiquer ce que va faire le marché dans un futur proche. On va pouvoir utiliser des indicateurs. Les analystes techniques n'essaient pas de connaître la valeur intrinsèque d'une crypto, on se moque un peu du prix, on va aller chercher un pourcentage. Ils se concentrent particulièrement sur les patterns historiques et essaient d'identifier les opportunités basées sur ces répétitions de patterns. C'est ce que moi, Cédric, je fais dans mon approche du trading des crypto-monnaies. L'analyse technique va donc cumuler en général l'action du prix avec des volumes, avec des patterns répétitifs, l'utilisation d'indicateurs techniques et beaucoup d'autres outils. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai créé mon propre indicateur qui nous permet d'avoir beaucoup plus d'informations sur un seul indicateur. Sachant qu'une plateforme comme TradingView est limitée dans sa formule basique à seulement 3 indicateurs, mon idée c'était que vous puissiez utiliser mon indicateur qui comporte plusieurs indicateurs en un et vous permettre en plus d'avoir 2 autres options pour ajouter les indicateurs que vous souhaitez. Donc le but d'un analyste technique, c'est d'analyser les points forts et les points faibles du marché. L'analyse technique, ça reste un simple outil pour anticiper les probabilités de futurs mouvements. C'est un atout qui est majeur dans le cadre du risque. Donc l'analyse technique, ça reste un simple outil pour anticiper les probabilités de futurs mouvements. C'est un atout majeur dans le cadre du risk management. Vu que l'analyse technique va trouver une structure de marché, cela lui rend les trades plus faciles et mieux mesurables. Dans ce contexte, mesurer le risque est le premier niveau d'un bon management. La pratique de l'analyse technique peut être appliquée à n'importe quel marché financier et elle est largement utilisée parmi les traders de crypto-monnaies. Mais l'analyse technique, est-ce que ça fonctionne vraiment? Eh bien, comme on l'a mentionné précédemment, la valorisation des marchés de la crypto-monnaie est largement motivée par la spéculation. Le marché est encore jeune, il y a beaucoup de manipulation de marché et donc de gros gains à faire. Ça en fait un terrain de jeu idéal pour les analyses techniques, car ils peuvent prospérer en ne tenant compte que des facteurs techniques. Alors, analyse fondamentale ou alors analyse technique, quelle pourrait être la meilleure stratégie entre les deux? Eh bien, cela va dépendre entièrement de votre propre stratégie de trading. En fait, pour ne pas utiliser les deux, la plupart des méthodes d'analyse de marché fonctionnent mieux lorsqu'elles sont combinées à d'autres méthodes ou d'autres indicateurs. De cette façon, il y a plus de chances de trouver des opportunités d'investissement qui sont plus fiables. La combinaison de différentes stratégies de trading peut également aider à éliminer les biais de notre processus de prise de décision.
Autrement dit, je vais utiliser mon indicateur en effet, mais mon indicateur va me donner une structure, la structure du marché à l'instant T. Mais par contre, il ne me donnera pas un développement que pourraient me donner les vagues d'Elliott. Par contre, mon indicateur combiné à ma connaissance des vagues d'Elliott et à mon utilisation du RSI par exemple, et des volumes, va me donner une image beaucoup plus précise du marché et je saurai si ça vaut le coup d'acheter parce que nous entrons dans une vague 3 qui va être énorme ou parce que nous sommes en fin de vague 5 dans la vague 5. Ne vous inquiétez pas pour le processus d'Elliott, on va en parler un petit peu plus tard également. Tout ce qui est vague, vous allez les comprendre un petit peu plus tard. Donc du coup, l'utilisation de plusieurs techniques est appelée la confluence. Les traders de confluence, ce que moi je suis, combinent plusieurs stratégies en une seule qui exploitent les avantages de chacune d'entre elles. Mon indicateur avec pourquoi pas le RSI, avec du MACD, avec d'autres indicateurs que vous aimez et du coup vous aurez un agrégat de plusieurs informations et de plusieurs confirmations de ce qui se passe. L'idée est que les opportunités de trading présentées par les stratégies combinées peuvent être plus fortes que celles fournies par une seule stratégie. Alors qu'est-ce qui va motiver un marché financier? Bien, en fait, le prix d'un actif est simplement déterminé par l'équilibre de l'offre et de la demande. En d'autres termes, c'est décidé par les acheteurs et par les vendeurs. C'est une guerre en permanence entre les acheteurs et les vendeurs. Là où l'offre rencontre de la demande, il y a un marché. Mais qu'est-ce qui peut autrement stimuler la valeur d'un actif financier? Comme on l'a mentionné précédemment, il peut y avoir des facteurs fondamentaux, comme l'état de l'économie. En outre, il peut y avoir des facteurs techniques, comme la capitalisation boursière d'une crypto-monnaie. Il peut également y avoir d'autres facteurs à prendre en compte, tels que le sentiment du marché ou les nouvelles récentes. Vous voyez dans mes quotidiennes, je parle très souvent de capitalisation. Je vous dis, l'XRP vient de passer au-dessus du BNB, par exemple, en capitalisation boursière. Mais je vais également vous parler du sentiment du marché, à savoir, est-ce que tout le monde est devenu greedy? Est-ce qu'on a un index de Bitcoin qui va vers le Bitcoin saison ou vers l'altcoin saison? Est-ce que le marché est greedy ou est-ce qu'il est tout simplement en attente d'informations? Est-ce que nous sommes sur un RSI qui est en overbought, donc suracheté, ou sur un RSI qui est survendu? Tout ça, c'est très très important pour vous faire une vraie idée. Est-ce que l'on rentre dans le marché ou pas? Est-ce que nous sommes en zone de peur, par exemple, pour rentrer dans le marché? Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner à la suite et dans cette formation tous les outils nécessaires à pouvoir comprendre ce que je dis, à pouvoir avoir les métriques, à pouvoir avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir tirer vos propres conclusions sur le fondamental et sur l'analyse, donc savoir en gros si vous allez acheter ou vendre. Bien sûr, l'idée c'est que je sois aussi toujours là à travers le Discord pour répondre à vos questions et vous aiguiller durant et votre formation et la suite pendant l'utilisation d'indicateurs par exemple. Donc toutes les informations que je vous ai données, ce sont des facteurs qui sont à prendre en compte. Ce qui va vraiment déterminer le prix d'un actif à un moment donné, c'est simplement l'équilibre entre cette guerre des vendeurs et des acheteurs, entre l'offre et la demande. Vous allez m'entendre également dans mes vidéos parler de tendance de marché. Le marché est en tendance haussière, le marché est en tendance baissière. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'une tendance de marché, c'est la direction générale où va le prix d'un actif. En analyse technique, les tendances de marché sont généralement identifiées à l'aide de l'action des prix, des lignes de tendance ou même des moyennes mobiles qui sont clés. La moyenne mobile 9, la moyenne mobile 18, la 200. En général, il existe deux principaux types de tendances du marché. Le marché qui est haussier ou le marché qui est baissier. À savoir que nous sommes en marché haussier et en marché baissier uniquement que 20% du temps. Il existe environ 80% où nous sommes dans ce que l'on appelle un marché de range. Nous avons un prix qui se déplace entre une borne haute et une borne basse et qui le fait plusieurs fois. Un marché haussier consiste en une tendance haussière soutenue où les prix augmentent continuellement. Un marché baissier consiste en une tendance baissière soutenue où les prix baissent continuellement. Nous avons en 2021 un marché qui est très haussier. Vous verrez en 2022 un bear market, un marché qui sera très très baissier et plein de rouge, peut-être même qu'au moment où vous écoutez cette vidéo, vous pouvez revenir en arrière sur l'année 2021 et l'année 2022. Vous verrez une très très forte montée jusqu'aux alentours de novembre 2021, un bitcoin peut-être à 70 000 euros et vous verrez ensuite un marché bear avec un bitcoin peut-être à 15 000 euros, une forte descente baissière et des bougies rouges en tendance. Un marché baissier consiste
dans une tendance baissière qui est soutenue, où les prix baissent continuellement. En outre, nous pouvons également identifier les marchés en consolidation ou qui latéralisent, où il n'y a pas de tendance directionnelle claire. Et là, nous sommes dans 80% du marché, comme je vous le disais. Un marché en range, un marché en latéralisation. Il convient de noter qu'une tendance du marché ne signifie pas que le prix va toujours dans le sens de la tendance. Le marché haussier prolongé aura des tendances baissières plus petites à l'intérieur d'une unité de temps plus grande. C'est-à-dire que en journalier, par exemple, vous aurez uniquement que des bougies vertes, mais si vous descendez en unité de temps 1 heure, à l'intérieur de cette même période, vous allez trouver des bougies vertes, des bougies rouges en correction, des bougies vertes, des bougies rouges en correction, etc. On n'a aucun marché qui ne passe son temps que à monter. On a forcément des corrections. Comment la nature des tendances du marché. À l'intérieur d'une forte tendance haussière, on a des corrections baissières. À l'intérieur d'une forte tendance baissière, on a des corrections haussières. C'est juste une question de perspective parce que ça va dépendre de l'unité de temps que l'on regarde, la période que l'on regarde. Les tendances du marché sur ces périodes qui sont plus élevées auront toujours plus d'importance que les tendances du marché sur des périodes plus courtes. Comme vous le savez, mon indicateur par exemple, je l'utilise beaucoup sur les unités de temps 3 jours et les unités de temps journalières. Bien sûr, vous pouvez l'utiliser en unité de temps la minute, mais les gains que vous allez en retirer seront moindres parce que vous allez avoir un pourcentage à 0,02% par exemple, alors que sur une unité de temps 3 jours, vous pourrez prendre facilement 20 ou 30% de gains en ne faisant qu'un seul trade. Donc une particularité des tendances du marché est qu'elles ne peuvent être déterminées qu'avec une certitude absolue avec le recul. Donc vous avez peut-être entendu parler du concept de biais rétrospectif, fait référence à la tendance des gens à se convaincre qu'ils ont prédit avec précision un événement avant qu'il ne se produise. Comme vous pouvez l'imaginer, le biais rétrospectif peut avoir un impact significatif sur le processus d'identification des tendances du marché et de la prise de décision commerciale. Parce qu'on pense que ça a fait tard, parce qu'on pense que le marché n'a fait qu'être haussier pendant cette période entre juillet et décembre, on imagine cette année qu'entre juillet et décembre, on va avoir une forte augmentation du marché. C'est l'utilisation des patterns pour nous créer un biais rétrospectif. Donc les patterns, je vous rappelle, ce sont des figures que nous offre de manière répétitive le marché. Vous avez peut-être entendu également l'expression selon laquelle le marché évolue par cycle. Je parle énormément des cycles de la crypto-monnaie, des cycles du Bitcoin, des cycles de 4 ans, de novembre à novembre, etc. Eh bien, un cycle, c'est juste un modèle ou une tendance qui émerge à différents moments. En règle générale, les cycles du marché sur des périodes qui sont plus élevées sont plus fiables que les cycles du marché sur des périodes plus courtes. Donc on va pouvoir trouver des petits cycles de marché sur un graphique horaire, tout comme on pourra trouver des gros cycles de marché en regardant des décennies de données. En gros, vous avez un cycle du Bitcoin par exemple qui est de 4 ans. À l'intérieur de ce cycle, nous aurons, si l'on regarde la période de 4 ans, une très très forte augmentation du Bitcoin, mais si l'on regarde en unité de temps journalière, on va se rendre compte par exemple qu'un petit peu avant le halving, on aura quelques semaines baissières, mais que la tendance globale en hebdomadaire est uniquement haussière. On aura toujours des petites corrections sur un marché qui monte. Donc les marchés sont juste de nature cyclique. Les cycles peuvent faire en sorte que certaines classes d'actifs surperforment d'autres. Par exemple, si l'on prend un bear market, pendant le bear market du Bitcoin, on va se retrouver forcément avec un S&P qui va peut-être surperformer le Bitcoin. Contre sur un cycle global, le Bitcoin qui va prendre 2200%, on aura sur 4 ans une surperformance du Bitcoin sur le S&P 500. Dans d'autres segments du même cycle de marché, ces mêmes classes d'actifs peuvent sous-performer d'autres types d'actifs en raison des conditions de marché différentes. Bien sûr, le SP500 peut être en train de monter parce que nous sommes décorrélés sur le Bitcoin au SP500 pendant la période d'un bear market par exemple. On vient de noter qu'il est presque impossible de déterminer à un moment donné où nous en sommes actuellement dans un cycle de marché. Il convient de noter qu'il est presque impossible de déterminer à un moment donné où nous sommes actuellement dans un cycle de marché. Position exacte. Cette analyse ne peut être effectuée avec une grande précision qu'une fois que la partie du cycle est terminée. Bien sûr, on ne sait pas à l'instant T si on est au sommet ou si on va encore continuer à monter. Les cycles du marché ont également rarement des débuts et des fins concrets. Sur le Bitcoin, on arrive à être quand même relativement précis, à 28 jours près environ. Il s'avère que le fait d'être dans le moment présent est un point de vue exceptionnellement biaisé sur les marchés financiers. On ne peut que se conformer à des biais rétrospectifs. Si vous souhaitez en savoir plus sur les cycles du marché, vous pouvez consulter ma vidéo sur la psychologie des cycles du marché.